Marseille, 1910. L'Europe part vers l'Orient. Ces touristes éprouvent la joie de vivre en voguant vers l'Égypte et la Palestine pour nourrir leur imaginaire historique. Les pharaons, Alexandre le Grand. À l'horizon, Port Saïd ouvre le canal de Suez que l'énergique Ferdinand de Lesseps a fait creuser au milieu du 19e siècle. Escale, les passagers débarquent pour aller ressentir l'appel du désert sur quelques chameaux au pied des pyramides de Gizeh. La firme Gaumont plante sa publicité devant le Sphinx. Le Caire offre aux visiteurs la grandeur de l'islam par ses belles mosquées, parmi l'animation de nouvelles artères et de ruelles de 1001 nuits. Les musulmans, les coptes et les juifs se côtoient dans la vie quotidienne. 1913, la Torah est portée à la nouvelle synagogue. Pour acheter un tapis, surtout faites-en dérouler 100. Le petit peuple assume son héritage dans le mouvement du siècle qui impose les techniques venues d'Occident. Vers la mer Rouge, vers Aden Arabi, la lenteur millénaire de la felouk contraste avec la vitesse du bateau à vapeur passant par le canal. Jérusalem, le pouvoir turc règne toujours sur les lieux saints de la Palestine. Les pèlerins chrétiens, juifs et musulmans se retrouvent dans la sacralité foisonnante de Jérusalem, dont le nom évoque la paix, mais dont le contrôle a suscité tant de passions et de convoitises opposées. Les symboles des trois grandes religions monothéistes révélées voisinent-ils pour s'exclure mutuellement ou pour tenter de se rencontrer? Mur des lamentations, mosquée de la coupole du rocher, procession de la nativité à Bethléem célèbrent l'espérance à chaque fois renouvelée. Goélette pour le cabotage et steamer des grandes lignes de navigation vantent le développement rapide de Beyrouth, situé à la rencontre de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. L'Orient, proche de l'Europe, le Levant, est compris dans cette zone géostratégique que l'on commence à nommer en anglais Middle East, Moyen-Orient, et qui, pour protéger l'Empire britannique des Indes, s'étend depuis l'Afghanistan en direction du golfe Persique, de l'Empire ottoman et de la Méditerranée orientale. Des villages du mont Liban jalonnent la vieille piste qui s'enfonce vers Damas, l'immensité des steppes et les plus hauts sommets du monde. Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, 6 fois séculaire, vit sa splendeur dans l'humiliation des reculs en Afrique et dans les Balkans. Milan, septembre 1911. L'armée italienne part en guerre contre l'Empire ottoman et débarque en Tripolitaine. Pour orienter ses émigrés et ses investissements, l'Italie participe au partage colonial en établissant sa souveraineté sur la Libye, dont le folklore indigène rappelle la persistance d'une culture et la rude existence aux confins du Sahara.
Malgré la fatigue du sultan calife, des officiers du parti jeune turc rêvent, à Istanbul, de résister en regroupant les peuples de l'Orient musulman. Guillaume II, qui regarde aussi vers Mossoul et Bagdad, les ménagera face aux Anglais, aux Français et aux Russes. En 1914, les Turcs se sont rangés aux côtés de l'Allemagne. La France envoie des troupes se battre aux Dardanelles, puis à Salonique, d'où elles soutiennent les Serbes. L'armée britannique des Indes débarque dans le Châtel arabe et occupe Bassora. Dans la basse vallée de l'Euphrate, elle se heurte à la résistance des tribus arabes qui ont entendu l'appel au djihad lancé contre les envahisseurs. Les Russes protègent le pétrole de Bakou, au bord de la Caspienne, et ils s'appuient sur le Caucase pour attaquer. En Mésopotamie, les Turcs infligent un revers aux Britanniques en 1916. Mais l'armée impériale des Indes reçoit des renforts et reprend l'offensive en Irak. Après avoir franchi le Tigre, elle pénètre à Bagdad en mars 1917. C'est au milieu du silence hostile des habitants qu'elle défile. Les religieux de Najaf et Karbala, les villes saintes des musulmans chiites, animent déjà contre la présence britannique une agitation qui aboutira à une insurrection populaire. Pour protéger leur âme et leur civilisation, les croyants s'opposent aux cornemuses et à l'ordre des dominateurs. Les paysans sont requis de creuser des tranchées pendant que les conquérants se préparent de l'eau de Cels. Les Anglais savent cependant se faire acclamer des Arabes en gagnant auprès d'eux un soutien de poids. Un immense espoir est né à l'ouest de la péninsule arabique où l'émir Faisal, fier et fougueux, est devenu devant Médine commandant de l'armée arabe du Nord. Il appartient à la lignée des Hachémites, noble famille dirigeante de la Mecque. Le colonel Lawrence a négocié le soutien britannique à la révolte arabe. Il se tient ici à la droite de l'émir, portant le même vêtement que ses hôtes. Faisal nourrit une grande ambition, rassembler les Arabes par-delà les cloisonnements et les rivalités entre tribus ou groupes locaux, afin d'unifier les provinces arabes de l'Asie ottomane en un royaume indépendant. Mais au moment où il constitue son armée, la Grande-Bretagne et la France se sont déjà entendus par l'accord Sykes-Picot pour se partager en zone d'influence les régions comprises entre la Méditerranée et le Golfe Persique. D'autre part, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour, déclare aux dirigeants de la fédération sioniste que son gouvernement considère avec faveur l'établissement en Palestine d'un foyer national juif. Les Turcs laissent des prisonniers après 2 offensives malheureuses contre le canal de Suez. L'armée britannique, qui tient l'Égypte, passe à son tour à l'attaque. Sur les traces de Napoléon Bonaparte, elle gagne Gaza et la Palestine par le nord de la presqu'île du Sinaï, sous le commandement du général Allenby. Que de promesses contradictoires à honorer quand Jérusalem est en vue. Le 11 décembre 1917, une foule curieuse y attend les Alliés. Le défilé de la cavalerie anglaise est suivi par celui de contingents français et italiens, pour que tout le monde soit présent. Le protocole a soigneusement fixé l'ordre du cortège officiel. Derrière Allenby marchent 2 officiers français. Le second est l'islamisant et arabisant Louis Massignon, qui deviendra professeur au Collège de France. Notre entrée dans la ville sainte, raconte-t-il, s'était faite sous le signe de la désécration. Lawrence était si choqué qu'il dit « Pensez-vous que j'ai pour cet état-major la moindre considération ?» Et il fit à ce moment-là le geste d'ouvrir son pantalon pour uriner face à lui. Sur le front des Balkans,
l'armée française écrase les forces bulgares alliées de l'Allemagne. Istanbul a découvert, les dirigeants turcs renoncent à leur grandiose rêverie et signent en octobre 1918 l'armistice de Mudros, qui est une quasi-capitulation devant les Alliés. Le général Franchet d'Espéré débarque à Istanbul pour y faire une entrée triomphale. Paris acclame les vainqueurs de la guerre mondiale de 14-18. Clémenceau accueille à Versailles Wilson, venu négocier le traité de paix. Le président des États-Unis, dont la contribution à la victoire alliée a été très importante, a proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Détente et tractation. Des délégations des pays du Levant se sont aussi succédées pour faire connaître leurs revendications. Faysal veut un royaume arabe avec Damas pour capitale. Il signe à Paris un accord avec Clémenceau le 6 janvier 1920. Trop tard. Le 21 novembre 1919, le général Gouraud a débarqué à Beyrouth à la tête d'importants renforts. Le haut-commissaire de la République française en Syrie et en Cilicie, commandant en chef de l'armée du Levant, est applaudi par une foule où les chrétiens sont nombreux. Est-ce un libérateur? L'armée française est auréolée par le prestige de la victoire. En avril 1920, Foch et Weygand se retrouvent à la conférence de San Remo en Italie. Le mandat sur la Syrie est attribué à la France, le mandat sur la Mésopotamie et la Palestine à la Grande-Bretagne. Les mandats seront exercés au nom de la Société des Nations. Selon les nouveaux principes internationaux, ils doivent conduire les pays ainsi dominés à l'indépendance. Le gouvernement turc renonce à sa souveraineté sur les provinces arabes. Quant aux troupes britanniques qui ont occupé la Syrie et le Liban en 1918, elles se replient joyeusement sur les territoires contrôlés par la Grande-Bretagne. Sur les marches de la résidence des Pins à Beyrouth, Faysal est désabusé face à Gouraud. Il doit quitter Damas après la défaite infligée à ses troupes par l'armée impériale française en juillet 1920. Mais la tempête révolutionnaire souffle depuis la Russie bolchevique. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Lénine appelle les peuples colonisés à suivre l'exemple du prolétariat occidental. Une fois de plus, les soviets savent mettre de l'épopée dans leur propre reconquête des territoires de la Volga, du Caucase et du Turkestan. Cependant, le tatar Sultan Galiev se différencie déjà de ses camarades russes en pensant à un communisme musulman. Dans Bakou, repris par l'armée rouge, se tient le congrès des peuples d'Orient en septembre 1920. Mais que vaut l'idée marxiste de lutte des classes, là où des peuples sont d'abord à la recherche d'un rassemblement national ? Face au vent de la révolution, les peuples musulmans, certes partagés, sont unis par leur foi de l'Atlantique à l'océan Indien. En Arabie, Abdelaziz ibn Saoud confirme sa mission théocratique en étendant son pouvoir sur la Mecque en 1924. En Asie mineure, les troupes grecques ont débarqué à Smyrne et ont occupé l'arrière-pays depuis 1919. Venizelos souhaite profiter du dépeçage de l'Empire ottoman pour soumettre cette province à la Grèce. C'est compter sans l'énergie d'un général turc, Mustafa Kemal, qui entreprend de restaurer un État indépendant. Il s'installe au cœur de l'Anatolie, regroupe des partisans, repousse l'armée française hors de Cilicie, convoque une grande assemblée nationale turque, stoppe l'offensive grecque et reprend Smyrne en septembre 1922. Ce patriote autoritaire reçoit le titre de Razi, victorieux. L'armistice signé à Moudania consacre la défaite grecque. La presse suit cet événement qui impose un nouveau pouvoir. Une population grecque nombreuse vivait à Smyrne. Elle s'enfuit. Un spectacle de réfugiés qu'ont déjà donné les Arméniens.
Istanbul, le représentant du gouvernement kémaliste est triomphalement accueilli par le peuple. Les dignitaires religieux se résignent devant celui qui sera nommé Atatürk, le père des Turcs. Mehmed VI, le dernier sultan, part précipitamment. Son titre, puis celui de calife, seront abolis. Mustafa Kemal, élu président de la République turque, installe la capitale à Ankara. En Perse, sous l'influence de l'Anglo-Persian Oil Company est grande, le dernier représentant de la dynastie Kadjar ne garde du pouvoir que la pompe. Malgré le décor, le pays est plongé dans un chaos social, politique, administratif et financier. En 1921, à la suite d'un coup d'État, le faible Ahmad Shah est déposé. Le colonel Reza Khan se proclame lui-même Shah, fondant la dynastie Pahlavi. Quant aux habitants de la Palestine, s'ils veulent voyager, les autorités mandataires leur délivrent un passeport britannique qui porte en surcharge Palestine en anglais, Philastin en arabe et le sigle d'Eretz Israël en hébreu. Le calme règne à Jérusalem. Dans ce quotidien sous surveillance viendront de grands appels. L'Angleterre a établi son protectorat sur l'Égypte, séparée de l'Empire ottoman en 1914, mais occupée par l'armée britannique depuis 1882. L'Égypte est emportée par un grand élan national. Il est incarné par Saad Zagloul, dont la famille est issue de cette campagne que les eaux du Nil fertilisent, mais où les paysans dépendent d'une aristocratie souvent marquée par son origine turque. Saad Zagloul a conduit une délégation, le Wafd, à la conférence de la paix en 1919, puis à Londres, pour défendre un programme d'indépendance et de réforme. Son retour en Égypte en mars 1921 déclenche l'enthousiasme. Même les féministes encore voilées l'acclament en rate d'Alexandrie. Le peuple égyptien est l'un des plus chaleureux du monde. Il est fier d'avoir un leader bien à lui. L'emphase des déclamations est ponctuée de grands rires. Ces manifestations populaires incitent le gouvernement britannique à accorder une indépendance surveillée à l'Égypte en 1922. Une nouvelle constitution libérale est adoptée. Le roi Fouad, à la suite d'élections où le Wafd triomphe, charge Saad Zagloul de constituer le premier gouvernement parlementaire. L'Égypte vit alors une belle période d'épanouissement de l'esprit et des lettres, qu'illustre notamment l'écrivain Taha Hussein.